Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et avant de commencer cette émission, je vous rappelle que ce numéro d'Immédiat est évidemment disponible sur le site de TV Liberté, mais également sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Les médias découvrent le racisme anti-blanc. Lilian Thuram a provoqué la polémique en tenant des propos racistes contre les blancs. Et certains journalistes ont semblé découvrir le phénomène. La revue de presse, le drôle de regard de Serge July et Olivier Duhamel sur la mort de Timothy à Villeurbanne, la révolte des journalistes du Monde, retour sur la semaine médiatique. L'offensive anti-Zemmour. Depuis l'annonce de sa participation à la convention de la droite, Éric Zemmour est redevenu l'ennemi public numéro 1. Enfin, nous verrons que France 2 a produit un véritable téléfilm de propagande, notamment orienté contre les identitaires. Et pour commencer cette émission, eh bien, l'image de la semaine, c'était le 9 septembre lors d'une conférence de presse de la police à Hong Kong. Jean-Yves, que représente cette image ? Les journalistes sont tous équipés de masques à gaz, les journalistes de Hong Kong, pour protester contre la répression policière à Hong Kong, qui a été une répression policière, honnêtement, qui tend à devenir un peu plus vigoureuse au fur et à mesure que les manifestations continuent, mais qui n'a pas eu du tout l'ampleur, la violence de la répression policière française. Contre les Gilets jaunes. Contre les Gilets jaunes. Il y a eu, je crois, à Hong Kong, une blessure à l'œil, une personne éborgnée, alors que rien que sur les éborgnés en France, on en a compté 25. Donc les journalistes ont réagi à un usage qu'ils considéraient abusif de grenades lacrymogènes, mais ils ont réagi beaucoup plus fort que les journalistes français ont réagi en France. Il est vrai que les journalistes français se rattrapent en dénonçant la répression à Hong Kong, puisque les gens qui manifestent à Hong Kong défendent plutôt, on va dire, ce qui se rapproche des intérêts du nouvel ordre mondial, et donc ils sont plutôt bien vus dans les médias occidentaux, alors que les Gilets jaunes, qui critiquaient le pouvoir de Macron et de la superclasse mondiale, eux étaient très mal vus. Reste que l'image est quand même impressionnante. L'image est impressionnante, effectivement, mais on n'a pas vu la même en France avec les Gilets jaunes. Voilà, ce sera pour une autre fois peut-être. Passons au premier sujet, les médias découvrent le racisme anti-blanc. Tout est parti d'un entretien accordé par Lilian Thuram à un média italien. Il s'exprimait sur des actes racistes dans certaines tribunes italiennes. Et Lilian Thuram a déclaré ceci: « Il y a du racisme dans la culture blanche. Les Blancs ont décidé qu'ils sont supérieurs aux Noirs et qu'ils peuvent tout faire avec eux. » Jean-Yves, ces propos ont fait polémique. Pourquoi ? Si vous voulez, ce sont des propos, entre guillemets, essentialistes, puisqu'il parle des Blancs en général. Il ne dit pas certains Blancs, des Blancs, les Blancs en général ont décidé qu'ils sont supérieurs aux Noirs. Voilà. Donc effectivement, si on raisonne dans les cadres habituels qui considèrent que quand on généralise à tel ou tel comportement à une population, c'est du racisme, oui, ça rentre dans le cadre de la définition, voilà. Alors justement, un tollé médiatique s'en est suivi. Alors heureusement, certains médias comme par exemple BFM TV ont donné la parole à Dominique Sopo qui a tenté d'éteindre l'incendie. Lilian Thuram travaille avec tout le monde, va dans les écoles, mène des actions pour l'égalité et pour le vivre ensemble. Et donc il faut se méfier lorsque, à partir d'une phrase qui est une phrase de généralisation et que je tiens moi plutôt comme l'expression d'une exaspération, on ne renverse pas
quand même ce qu'il y a à dénoncer. Ceux qui ont porté la polémique, excusez-moi pour l'essentiel, ce sont des personnes d'extrême droite. Bon alors, qui est Dominique Sopo? Dominique Sopo, c'est le président de SOS Racisme. C'est une association qui vit de deux choses, des subventions publiques et des invitations dans les médias. Donc là, il est dans son boulot. Il défend Liliane Thuram, c'est un gentil. Donc comme c'est un gentil, Liliane Thuram, c'est un noir, elle ne peut pas être raciste. Et puis, pour faire bonne mesure, il nous explique que c'est l'extrême droite qui est un terme de polémique, qui a était à l'origine de l'affaire. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'esprits critiques sur Twitter qui ont lancé l'affaire et qu'il y a eu une certaine influence de milieux dissidents, de milieux politiquement incorrects, qui arrivent quand même à faire un peu, on peut dire, l'agenda médiatique. Et ça, c'est quand même pas inintéressant de le constater. Alors bien sûr, on utilise ensuite le terme diabolisant, extrême droite, pour rendre la chose moins acceptable. Mais enfin, les faits sont là. Il y a quand même des percées qui passent des réseaux sociaux vers les médias dominants qui sont intéressants, des percées qui sont intéressantes à constater. Et effectivement, il y a des personnalités qui sont peu suspectes d'être d'extrême droite qui ont réagi, donc ça montre bien que c'est l'usage d'un terme diabolisant. On a par exemple le journaliste Maurice Zafran sur CNews. Moi qui ai toujours été très dubitatif, de moins en moins d'ailleurs, mais qui était très dubitatif au départ sur ce concept de racisme anti-blanc, là c'est une démonstration de racisme anti-blanc, absolument que ça se discute même pas. Autre prise de position médiatique, celle de Thomas Legrand, journaliste à France Inter, qui déclare « Les Blancs pensent que 4 mots qui forment un propos raciste. Comment une partie de la lutte antiraciste sincère a pu glisser vers un communautarisme? Les Blancs pensent que ce n'est pas juste une généralisation, c'est une essentialisation. » Donc Jean-Yves, voilà 2 prises de position un peu étonnantes de la part de personnalités peu suspectes d'être d'extrême droite. Il découvre un petit peu la Lune. Alors ce qui est assez amusant, c'est que Thomas Legrand, qui est un journaliste très engagé dans le politiquement correct depuis une trentaine d'années, s'était auto-défini lui-même en disant « Nous sommes la quintessence du bobo ». Et voilà que le bobo découvre la réalité. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle et c'est révélateur, effectivement, que des journalistes de cette ordre... Le réel finit quand même par bousculer la muraille d'interdits qui s'opposait à sa percée. Oui. C'était important. Alors en tout cas, bien, les propos de Thomas Legrand ont fait réagir plusieurs personnalités, notamment Vicage Dorasso, ancien footballeur havrais d'origine extra-européenne, qui a déclaré France Inter, une radio de service public, emploie un éditorialiste d'extrême droite, l'inventrice du racisme anti-blanc, Thomas Legrand, doit être viré. Alors Jean-Yves, que penser de cette... le pauvre Thomas Legrand est accusé d'être d'extrême droite, ça doit être terrible pour lui, vraiment. C'est pas commun, en tout cas. Vraiment, on lui exprime notre solidarité, Nicolas, parce qu'il doit beaucoup souffrir. Il doit beaucoup souffrir. Et Vicage Dorasso, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez un peu le présenter? Et puis, finalement... Alors, c'est un footballeur... Havrais, un jeune Havrais, enfin un vieil Havrais maintenant peut-être, qui vient de l'île Maurice et qui est d'origine indienne. En fait, ce sont des Indiens du Sud qui étaient installés à l'île Maurice. Voilà, bon, ça fait partie de la diversité footballistique. Il vient pas tout à fait d'Afrique, mais enfin, il est quand même assez... Bon, il peut se sentir noir d'un certain point de vue, quoi. Voilà, ce qui est amusant, c'est que c'est un personnage médiatique puisqu'il est chroniqueur, journaliste sportif. Et c'est également quelqu'un qui a été sous le feu de la rampe et qui, dans le passé, a tenu des positions, pour le moins un peu iconoclastes, quand on compare ses positions à son discours actuel. Le football est un sport populaire dans les quartiers où il y a beaucoup de Noirs, d'Arabes. Il y a le petit blanc qui arrive, il se retrouve dans des histoires de clans, de gangs. Et à un moment donné, il arrête de jouer au foot parce qu'il voit qu'il n'a pas sa place là, qu'il ne va pas être protégé s'il y a un problème, etc. Ce qu'il nous dit, c'est quand même très clair, c'est que dans les quartiers... Le petit blanc n'a pas sa place. Enfin, c'est ce qu'il nous disait. C'est ce qu'il nous disait. C'est ce qu'il nous disait. Le petit blanc n'a pas sa place. Voilà. Ah bah là, on est sur... Donc là, on est effectivement dans l'exclusion. Enfin, bon, on le sait, ce qu'on appelle le white flight, la fuite des blancs de certains quartiers et manifestement de certaines équipes de foot, c'est une réalité. Voilà, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Hein? Alors, autre prise de position, celle-là diamétralement opposée à celle de Vicage Dorasso, celle de Sonia Mabrouk dans Valeurs Actuelles, interrogée par Charlotte Dornelas et Geoffroy Lejeune. Elle répond à des questions sur les propos de Liliane Thuram et déclare « L'essentialisation m'a évidemment choqué, cela révèle un cheminement,
Lilian Thuram est en train de dévoyer son message. L'antiracisme actuel est l'une des plus grandes perversions qu'il y ait dans notre débat public, politique et sociétal. C'est très difficile d'opposer des arguments à ces militants parce qu'ils vous répondront toujours qu'ils sont l'antiracisme. Donc Jean-Yves, voilà une voix claire sur le sujet. Alors, autre polémique afférente à cette affaire, eh bien, c'est les déclarations de Pierre Ménès. Pierre Ménès, chroniqueur sportif bien connu, qui s'exprimait sur les propos de Lilian Thuram. Le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Il n'y a pas que dans le foot. J'invite les gens Dans les cités à prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end, aller voir ces matchs-là et compter les blancs sur le terrain. Jean-Yves, du coup, Pierre Ménès, il n'a pas pris de gants. Il n'a pas pris de gants. Il a décrit le réel, exactement d'ailleurs, comme son prédécesseur, là, Dorasso, avait fait. Oui. C'est exactement la même chose, oui. Il y a plus de blancs, voilà. Il y en a très peu, voilà, bien sûr. Il ne faut pas être dans l'absolu, mais il y en a très très peu. Et moins il y en a, moins il y en aura, parce que le phénomène est un peu cumulatif. Oui. Voilà, il décrit le réel. Alors évidemment, quand on décrit le réel, comme lui est blanc, là, le ciel va lui tomber sur la tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé, Jean-Yves, puisque Pierre Ménès a soulevé une énorme polémique avec ses propos. Par exemple, l'Obs qui note Pierre Ménès, héros malgré lui de la fachosphère après sa sortie sur le racisme anti-blanc. Et puis Quotidien a décidé de tenter un débunkage, comme on dit, des propos de Pierre Ménès sur le fait qu'il n'y avait finalement que peu de blancs sur les terrains de région parisienne. Alors, les équipes de Quotidien, c'est pas non plus des héros de la chose, donc ils n'ont pas franchi le périph', ils sont restés dans Paris, mais malgré tout, ils ont été interrogés, une équipe qui joue au foot. Le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Ça va. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc? Est-ce que vous faites des... C'est partout pareil. Vous le voyez bien, là, il n'y en a pas. On ne peut pas parler au nom de tout le monde, mais moi je pense que nous, en tout cas, dans notre équipe, si t'es fort, tu joues. Bon, alors Quotidien nous fait un coup classique. On va chercher le petit endroit qui est l'exception, qui confirme la règle. Surtout que là, à l'intérieur du périphérique. Ouais. Alors, ce qui mérite d'ailleurs un petit commentaire, c'est l'attitude protectrice du grand noir vis-à-vis du blanc qui parle à côté, la gestuelle. C'est un ami, ils sont amis, quoi. La gestuelle est quand même assez typique d'une situation où il y a un dominant et un dominé. Voilà. Alors, le coup de Quotidien d'aller chercher un cas exceptionnel, on le connaît. AFP Factuel, qui est vraiment factuel, avait fait la même chose quand Zemmour avait dit il n'y a plus d'élèves juifs dans les écoles primaires publiques de Seine-Saint-Denis. Ils avaient été en chercher, ils en avaient trouvé 2, ce qui effectivement sur un département d'1 500 000 habitants est quand même très relatif. Donc on prend l'exception, et ça c'est la focale. C'est la focale du média qui peut faire présenter comme une généralité ce qui est le cas le plus rare. Voilà. Et alors, la polémique s'est déchaînée contre ce terme de racisme anti-blanc qui s'est imposé dans le débat. On a par exemple Bruno Gassio sur Twitter qui déclare « Le racisme anti-blanc, c'est bien ce truc où ceux qui ont colonisé la planète et esclavagisé ses habitants noirs pendant 4 siècles gueulent quand les noirs enfin décolonisés les traitent de connards au lieu de leur dire merci encore pour avoir enlevé les chaînes ». Jean-Yves, le racisme anti-blanc, finalement, ça n'existerait presque pas selon Bruno Gassio. Ou ce serait justifié par le passé. Oui, alors, ça mérite quand même deux répliques, enfin je veux dire de fond. Avant que les Blancs n'arrivent en Afrique, il y avait moins de 100 millions d'habitants en Afrique. Les Blancs ont apporté les méthodes modernes en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de développement. Et maintenant, il y a 1,2 milliard d'Africains. Donc, il y a 1,1 milliard d'Africains qui sont là parce qu'il y a eu les Blancs. Sinon, ils ne seraient pas là. Ils ne pourraient pas se plaindre puisqu'ils ne seraient pas là. Quant à ceux qui viennent des îles et qui sont en fait des métis, des mulâtres. Comme Lilian Thuram. Ouais. Alors, je veux bien qu'on dise qu'il soit noir, mais il a la moitié d'ancêtres blancs, et probablement dans ses ancêtres blancs, il y a des maîtres d'esclaves. Alors, la balle au centre. Hein.
Voilà. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Quand vous voyez quelqu'un comme Thuram qui va se plaindre de l'esclavage, il faut savoir que parmi ses ancêtres, eh bien, il y a peut-être des esclaves, oui, sûrement, mais il y a aussi des maîtres d'esclaves. Oui, voilà. C'est un petit mélange. Ça rappelle le silence voulu d'ailleurs par Christiane Taubira sur la traite arabo-musulmane ou sur les traites intra-africaines qui ont fait des ravages. Il faut d'ailleurs rappeler que la traite arabo-musulmane, elle avait cette caractéristique qu'elle castrait les esclaves noirs. Pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui sont évidemment gravissimes, ne serait-ce que parce que beaucoup de gens, au moment où ils étaient castrés dans des conditions qui ne devaient quand même pas être très terribles, beaucoup en mouraient. Voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il existe encore aujourd'hui en France des cas d'esclavage contre des Africains, mais perpétrés par d'autres familles africaines. Donc l'esclavage existe encore. Et puis il y a eu l'esclavage oriental sur l'Afrique qui a duré encore très longtemps. Il y a d'ailleurs un livre de Tintin qui est écrit à partir de faits réels, Coq en stock, c'est pas si lointain que ça, c'était en 1956, où il y avait encore de la traite d'esclaves noirs depuis l'Afrique vers les pays de la péninsule arabique. C'est pas si ancien que ça. Alors que l'esclavage, les Européens l'ont abrogé il y a maintenant 2 siècles. Alors ça remonte pas à 2 siècles, mais il me semble que vous avez une petite brochure à présenter à nos téléspectateurs. Oui, écoutez, c'est une brochure qui s'appelle « Le racisme anti-français », que j'ai publiée il y a 30 ans, en 1988. Alors, si je la présente, c'est parce qu'il y avait eu un débat, quand je l'avais écrite, avec des proches, sur le fait de savoir si je l'appelais le racisme anti-français ou le racisme anti-blanc. Et à l'époque, on était en 1988, compris d'ailleurs dans le cadre du Front National, le terme racisme anti-blanc était difficile à faire passer. Et donc, après hésitation, j'ai pris le racisme anti-français. Alors si je dis ça, c'est que c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas dissible il y a 30 ans, y compris dans un cadre relativement diabolisant comme celui du Front National, eh bien aujourd'hui, s'est imposé dans le débat public. Donc on voit comment les choses ont avancé. Elles ont avancé parce que se sont aussi profondément dégradées. Et le racisme anti-blanc qu'on voit aujourd'hui, dont beaucoup de Blancs souffrent, c'est la conséquence des politiques qui ont été conduites depuis 30 ans. D'abord de la loi Pleven, qui limite la liberté d'expression, de la discrimination positive, qui avantage certains plutôt que d'autres, de la partialité de la justice, qui a condamné certains propos, mais pas d'autres tout à fait équivalents, suivant l'origine d'où ils venaient. Et donc, en 30 ans, la situation a évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut et on doit parler de racisme anti-blanc. Et ça arrive même chez la quintessence des bobos. Même la quintessence des bobos, absolument. Effectivement. Eh bien, on va passer à la quintessence de la semaine médiatique avec la revue de presse. Quand 2 hommes des médias évoquent l'attaque islamiste et la mort de Timothy à Villeurbanne, eh bien, les propos sont glaçants. Écoutez bien, c'est sur Europe 1 et c'est d'abord Serge July qui parle et Olivier Duhamel qui lui répond. Il y a 1% de schizophrènes dans à peu près toute population qu'il en faisait partie. Sa nationalité afghane d'origine ne faisait pas... Voilà, c'était un non-événement. C'est-à-dire je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que je trouve qu'il y a des non-événements, comme vous dites, qui sont présentés immédiatement comme possiblement des événements qui, à eux seuls, fabriquent du populisme d'extrême droite. Vous avez bien entendu, on parle de non-événements pour le meurtre d'un jeune Français au nom d'Allah. C'est un non-événement pour M. Serge July et pour M. Olivier Duhamel. Alors, quelques mots. Dans quelle émission disent-ils cela? Dans l'émission Mediapolis, qui est un peu le immédiat d'Europe 1. Donc, Duhamel, c'est le Jean-Yves Le Gallou. Voilà, on peut dire ça, oui. Il critique les médias en leur reprochant de ne pas être assez politiquement corrects ou d'avoir parfois quitté les rives du politiquement correct. C'est ça, cette émission. Alors, avec 2 types qui sont absolument formidables,
Serge July, qui est un ancien Mao, qui a dirigé Libération pendant très longtemps et qui maintenant fait des piges à Europe 1. Et puis Olivier Duhamel, qui est un militant socialiste, qui a fait aussi, qui a été prof de droit, mais enfin qui est un ancien élu socialiste. Ces gens-là sont des militants de gauche et d'extrême gauche, et qui visent à dire aux médias, attention, vous n'êtes pas assez politiquement correct. Voilà. Et on peut même se dire que finalement, le non-événement, il a cette volonté de dire que c'est un non-événement, ça a pu être entendu par le gouvernement presque. Ben oui, ce qui est assez choquant, c'est que pour l'enterrement du jeune Timothy, il n'y avait a priori ni ministre, il n'y avait ni ministre, ni le préfet qui aurait pu représenter les ministres, ni même un sous-préfet. Aucun représentant de l'État. Il y avait juste le maire qui était là. Le maire, c'est le maire, le représentant de la commune. Aucun représentant de l'État. Voilà. Donc, effectivement, Duhamel et Julie servent bien le pouvoir en disant que c'est un non-événement, puisque c'est ainsi que M. Macron et M. Castaner l'entendent. Et puisqu'on parle de servir le pouvoir, eh bien, dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet, un journaliste que nous connaissons bien, a publié un article « Commission européenne, Sylvie Goulard, retour vers la défense », dans lequel il écrit « 2 affaires risquent de peser sur sa carrière. D'abord, celle des emplois fictifs au Parlement européen. Elle s'est mise en règle en remboursant 45 000 €. Mais Sylvie Goulard est aussi critiquée pour avoir touché 12 000 € par mois durant plus de 2 ans d'un think tank américain, l'Institut Berggruen. » Que pensez-vous de cet article ? Jean-Dominique Merchet, c'est un petit peu le porte-parole officieux de l'état-major français, d'armée française, et du lobby militaro-industriel français. Donc effectivement, ces gens-là sont extrêmement inquiets que Mme Goulard puisse être nommée commissaire européenne à l'espace et à la défense, parce que elle a été la salariée, bien salariée quand même, 12 000 € par mois, ça va à peu près, d'un institut d'influence américaine. Oui, parce qu'elle n'a produit que quelques notes. Le groupe Berggruen, proche de Soros par ailleurs. Mais il faut bien comprendre qu'elle n'a pas été choisie comme commissaire européen, bien qu'elle ait été membre de cette association, de cet institut, mais parce qu'elle est membre de cet institut. Puisque ces grandes organisations internationales, comme le groupe Bilderberg, comme Davos, comme là, le Berggruen, ce sont des institutions qui assurent la promotion de leurs membres, qui ensuite, défendent les intérêts qui leur ont permis d'être nommés. Donc on comprend effectivement que les chefs de l'armée française ou les grandes entreprises d'armement ou d'espace français soient extrêmement inquiets à l'idée que cette femme, quand même globalement un agent d'intérêt étranger, puisse être nommée à ce poste. C'est une affaire à suivre. Elle aura sûrement beaucoup de soutien au Parlement européen, mais elle va quand même être passée sur le grid, je pense. C'est une affaire à suivre. Ce qui est intéressant quand même, c'est que Macron l'ait choisie alors qu'il sait qu'elle a 2 affaires qui seront, auxquelles elle devra faire face lors de ses auditions et que ça ne sera pas si simple que ça quand même. Bon, après l'inquiétude de Jean-Dominique Merchet, on passe à l'inquiétude des journalistes du Monde, puisqu'ils ont publié une grande double page dans leur édition de mercredi. Nous, journalistes du Monde, plus de 460 journalistes du Monde signent un texte demandant à leurs actionnaires la reconnaissance d'un droit d'agrément garantissant leur indépendance éditoriale. Alors Jean-Yves, les journalistes du Monde veulent l'indépendance éditoriale. Oui, ils sont quand même un peu comiques, hein. Parce que, alors là, ils se plaignent effectivement de l'arrivée de M. Kretinsky, qui est un homme d'affaires tchèque, qui a des intérêts dans le domaine de l'énergie, notamment le charbon, et dans le domaine des grandes surfaces commerciales. Bon, mais c'est pas le premier oligarque qui cherche à acheter de l'influence dans un journal, puisque les précédents propriétaires du Monde, M. Berger, Pierre Berger, il intervenait dans la rédaction, il traitait certains journalistes de connards. Donc bonjour l'indépendance. Monsieur Pigasse, il venait d'une banque d'affaires, il faisait pas non plus, il venait pas au Monde uniquement pour des bonnes œuvres. Et Monsieur Niel, qui reste l'un des grands actionnaires de référence du Monde, il a dit textuellement
quand les journalistes m'emmerdent, j'achète leur journal et comme ça, et tout ça, c'est pour faire de l'influence. Donc, je veux dire, Monsieur Niel, Monsieur Berger, Monsieur Pigasse ont fait exactement la même chose que ce que les journalistes du Monde craignent que Monsieur Kretinsky fasse, et qui fera d'ailleurs probablement. Voilà, c'est un peu la dame de petite vertu qui joue les mijaurés, les journalistes du Monde. Là, ils ont quand même vécu beaucoup de choses, et puis là, elle dit non. Bon. Enfin. Alors, autre actualité, eh bien, c'est la censure Facebook, puisque en Italie, Casa Pound, qui est un mouvement politico-social radical, qui se présente à des élections par ailleurs et qui a des élus, notamment locaux, a subi une censure de la part de Facebook, qui a tout simplement censuré la page principale avec plus de 250 000 abonnés, et puis les pages des principales personnalités liées à ce mouvement. Jean-Yves, que penser de cette censure en Italie ? C'est quand même extrêmement préoccupant parce que c'est un groupe très vivant, Casa Pound, on peut être d'accord avec eux ou pas, mais ça c'est le débat politique, qui se présente à des élections, ils sont censurés, alors on va dire oui, mais ils ont des références, que non, mais la censure c'est toujours comme ça. On met le pied dans la porte pour ceux qu'on trouve un peu plus borderline que les autres, il y a déjà eu des cas de censure, d'ailleurs les identitaires, qui sont beaucoup moins borderline, avaient été censurés en France, etc. On met le pied dans la porte pour des gens dont on dit oui, c'est un peu limite. Et puis après, tout le monde y passe. Même un parti politique. Donc c'est extrêmement grave. Même un parti politique qui se présente dans des élections. Remarquez, aux États-Unis, Twitter a un moment envisagé de censurer le président Trump. Alors, on voit qu'en matière de... Alors, ils l'ont quand même pas fait, c'est un peu difficile. Mais on voit quand même qu'il y a un vrai problème de liberté d'expression et d'opinion. Encore une fois, je vous rappelle que la liberté d'expression, c'est pas pour les gens qui sont d'accord avec vous. C'est pour les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Dire je suis pour la liberté d'expression des gens qui pensent comme moi, ça n'a aucun sens. Et il faut savoir que cette censure, elle a eu lieu le même jour. Il y a une censure qui a eu lieu en France contre le mouvement politique Suavelos, qui est animé entre autres par Daniel Conversano. Et il y a une phrase dans l'enquête publiée par les Décodeurs du Monde qui a sans doute précipité un peu la censure, qui est glaçante. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas, sur le fait que les soutiens à Suavelos seraient eux-mêmes interdits sur la plateforme. C'est-à-dire c'est la censure au carré, en quelque sorte. Ouais. On censure un groupe ou une personnalité et on interdit aux autres de dire il a été censuré. C'est le noir absolu. C'est un côté très kafkaïen, ça, comme système. Hein, vous êtes censuré et vous n'avez même pas le droit de le dire. Effectivement, et là, Facebook reconnaît dans l'article des Décodeurs, au moins ça nous apprend ça, qu'il est interdit de soutenir des personnes qui ont été censurées par l'entreprise. Et il pourrait y avoir la censure au cube, puisque on censurera les gens qui auront repris les gens qui dénonçaient la censure. Oui, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Il faut résister. Il faut résister, et pour résister, eh bien... et courage à, il n'en manque pas, à Suavelos, à Conversano, et courage à la Casa Pound, qui retrouveront moyen de contourner la censure, parce que malgré tout, la censure, ça finit toujours par être contourné. Ça, c'est une loi historique, c'est pas confortable, mais ça finit toujours par être contourné. Passons au deuxième sujet, l'offensive anti-Zemmour. Éric Zemmour est évidemment l'une des personnalités médiatiques les plus attaquées par ses confrères, journalistes ou éditorialistes. Et cette semaine, eh bien, les médias s'en sont donnés à cœur joie au prétexte de la sortie du livre de l'historien de l'immigration Gérard Noiriel, un livre qui s'intitule « Le venin dans la plume, Édouard Drummond, Éric Zemmour et la part sombre de la République ». Gérard Noiriel était donc partout, et d'abord sur France Culture, où Guillaume Erner, le présentateur, ne se cache même pas de son approche partisane. J'ai eu envie de vous inviter tout d'abord parce que j'ai lu il y a quelques jours une dépêche. Cette dépêche, elle disait la chose suivante. Marion Maréchal a invité Éric Zemmour lors d'une convention de la droite. Et qu'Éric Zemmour est un individu difficile à classer. Je ne me mouille pas parce que vous allez le faire. Il est merveilleux. D'abord, Zemmour est un individu, c'est pas une personne. Hein, alors que le moindre délinquant, c'est une personne. Mais Zemmour, c'est un individu.
Et alors, il est assez drôle parce qu'il dit « j'ai pas besoin de critiquer Zemmour puisque je vous ai fait venir pour le faire ». Voilà, c'est très, très performant comme méthode. C'est l'illustration de ce que vous dites régulièrement sur les experts invités. Absolument. On fait venir des experts pour qu'ils disent le politiquement correct. Voilà, et ce gars-là, Noiriel, qui est un historien tout à fait douteux, il a fait toute sa carrière en disant, en écrivant ce que le politiquement correct attendent qu'ils disent. Donc ça permet de faire des carrières pseudo-universitaires, enfin des carrières universitaires plus que des carrières scientifiques, et puis des carrières médiatiques. Alors c'est exactement ce qu'on comprend en fait. Ce qui a heurté Gérard Noiriel, finalement, ce sont les attaques de Zemmour contre les historiens. Ce que je veux dire, c'est quand le dernier livre de Zemmour, c'est ça qui m'a le plus choqué en fait. Il s'en prend d'une manière extrêmement violente à ma profession. Il dit en substance... Finalement, les historiens officiels, autrement dit ceux qui ont des postes à l'université, sont des idéologues. Oui, non seulement ils ont le pouvoir, c'est une mafia, etc., etc. Ils font plus de la science, mais ce sont des nouveaux prêtres féministes, pour l'islam, etc. Et chers téléspectateurs, rassurez-vous, Gérard Noiriel n'est pas du tout un idéologue comme le pense le vilain Éric Zemmour. Ce que j'ai fait, c'est j'ai analysé l'histoire, j'ai montré, effectivement, dans ce livre qui était le premier livre sur le sujet, combien l'immigration avait apporté, puisque la France est l'un des tout premiers pays au monde au XXe siècle pour l'immigration. J'ai analysé le processus d'intégration, comment ça se produisait, etc., en montrant que, contrairement à ce qu'on nous disait sans arrêt, il n'y avait pas tellement de différence entre les vagues d'immigration postcoloniale, comme on dit, et puis celles d'avant. Voilà. Ah, vous voyez, c'est un historien qui n'est pas du tout idéologue, il a simplement démontré qu'il n'y avait pas de différence entre l'immigration italienne des années 1900-1920 et l'immigration congolaise et algérienne d'aujourd'hui, ce qu'on voit absolument tous les jours. L'assimilation a fonctionné dans un cas, elle n'a pas fonctionné dans l'autre, elle ne fonctionne pas dans l'autre, mais pour ce pseudo-historien, c'est la même chose. Voilà. Alors, pseudo-historien, vrai propagandiste. Ah, la formule est là, et puisqu'on parle de formule, eh bien Gérard Noiriel a donné un entretien fleuve au Monde dans lequel il écrit « Je ne dirais pas que les mots d'Éric Zemmour sont des mots qui tuent, mais ces propos insultants humilient ceux qui en sont les cibles et confortent ceux qui sont envahis par la haine de l'autre. Éric Zemmour légitime une forme de délinquance de la pensée comparable à celle que Drummond légitimait à l'égard des Juifs. » Alors Jean-Yves, que penser de cette comparer Zemmour à Drummond, c'est fort. Hein. Il y a un petit problème quand même. C'est très fort. Ensuite, la haine, il n'y a pas de discours de haine chez Zemmour, ni chez Camus d'ailleurs. Il y a un discours critique de l'immigration. Bah oui, ça fait partie de leur droit. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est l'expression délinquance de la pensée. Parce que délinquance de la pensée, c'est exactement ce que Orwell appelle dans 1984 le crime de la pensée, le crime de pensée, le crime de la pensée. Voilà, c'est la même chose. On est dans une logique, ce type-là est dans une logique totalement totalitaire. D'ailleurs, il a la gueule de l'emploi. Hein. S'il y avait le goulag, il nous y enverrait probablement. Quoi. Voilà. Le terme délinquance de la pensée, mais c'est une monstruosité. On peut ne pas être d'accord, on conteste une idée, on combat une idée, mais parler de délinquance de la pensée, c'est extrêmement grave, c'est orwellien, c'est l'avancée vers le régime totalitaire, et il a eu une page complète du Monde, payée par vos impôts en partie, puisque le Monde vit aussi de subventions publiques. Alors ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs dans cet entretien, il déclare « Les journalistes d'aujourd'hui relaient complaisamment les obsessions zemmouriennes ». Donc les obsessions de Zemmour sont peut-être pas aussi complaisamment relayées que celles de Noiriel. Voilà. Ouais, je pense, oui. Passons au dernier sujet sur le téléfilm de propagande de France 2 et les identitaires. Mercredi soir, France 2 a diffusé un téléfilm de la série Alex Hugo avec Samuel Le Bihan dans le rôle titre et une séquence contre-génération identitaire a été diffusée. Ouais, je viens de voir passer un appel là sur Twitter, une sorte de milice là qui s'appelle Task Europe. Écoutez un petit peu leur programme, c'est défendre la nation, sécuriser les frontières et dénoncer la complicité des associations. Apparemment, ils préparent une action là sur le col du Carillo. Ah ouais, alors, ils ont des fusils de chasse, ils ont même un drone pour opérer les migrants. Et on voit de manière omniprésente le fameux fusil de chasse. Surtout, mettez un masque avant d'approcher un migrant. Alors si vous le chopez, dites-lui que la frontière est fermée et qu'il doit retourner d'où il vient. S'il refuse, vous le raccompagnez à plusieurs.
S'il résiste, improvisez. Personne n'ira se plaindre. Heureusement, Samuel Le Bihan intervient pour stopper la ministre en récitant le code pénal. Y a un problème? Vos papiers. T'as pas le droit de nous barrer la route comme ça, là. Non, toi, tu n'as pas le droit. Former une milice pour remplacer la police est strictement interdit par la loi. Article 433-12 du code pénal. Le fait pour toute personne agissant sans titre de s'immiscer dans l'exercice de la fonction publique en exerçant des actes réservés aux titulaires de cette fonction sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ça intéresse quelqu'un? Bon, on laisse tomber pour aujourd'hui. Chers amis, on vous parle souvent de médias de propagande. Alors vous pourriez penser que le terme média de propagande est un peu dur, un peu excessif. On en fait trop. Mais là, vous avez une démonstration absolue d'un média de propagande, très efficace d'ailleurs, parce que la série, c'est à la limite plus regardé que des émissions de débat ou d'actualité. Là, c'est une série qui est regardée par en gros 5 millions de spectateurs. 4,9 millions. 4,9 millions. C'est tout à fait considérable. Et là, on est dans la propagande payée par les impôts, parce qu'on est sur le service public. Oui, bien entendu. Et donc, voilà, si vous voulez combattre la propagande, eh bien, il faut que vous nous aidiez, il faut que vous aidiez TV Liberté, parce que nous, on est là pour dénoncer les médias de propagande que vous financez par ailleurs avec votre redevance. Voilà. Eh bien, aider TV Liberté, je sais bien qu'il faut payer 2 fois, pour la propagande et pour la dénonciation de la propagande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les personnes concernées, notamment par exemple Damien Rieu, qui était au col de l'échelle sur l'opération Defend Europe, qui a été moqué par cette série, eh bien, gardent quand même leur humour. France 2 a fait une fiction sur l'opération Defend Europe dans les Alpes. Évidemment, gentils pro-migrants et méchants patriotes criminels qui mangent des clandestins avec vos impôts. Et plus sérieusement, il réplique « Vivement le téléfilm de France 2 sur Timothy, Johanna et Florent, 3 Français assassinés par des migrants cet été. Ils pourront même être basés sur des faits réels. » Donc les identitaires, ou en tout cas Damien Rieu, gardent... L'arme de l'humour est une des armes qui nous reste. Avec le contournement de la censure, les identitaires l'utilisent, ils font un très bon travail, un travail courageux. Et ils sont aussi, ils savent aussi réagir comme il le faut. Quand on a une propagande comme ça qui nous tombe dessus, il faut le prendre avec humour de toute manière. Voilà. Il n'y a pas le choix. Ça va être la fin de cette émission. Jean-Yves, peut-être un petit point sur les retours sur cette nouvelle formule. Oui, alors nous avons eu beaucoup de retours dans l'ensemble positifs. Nous sommes heureux parce que c'est toujours un peu délicat de changer de formule. Vous êtes un certain nombre à avoir regretté la disparition du zapping et des tweets. Nous prenons cela en compte. Nous allons quand même continuer pendant un certain nombre de numéros dans la nouvelle formule qui présente quand même un avantage, c'est d'être un peu plus ramassé. Et donc nous allons pour le moment continuer, mais continuez vous aussi de nous envoyer vos remarques. Nous les regardons, nous lisons les commentaires qu'il peut y avoir sur YouTube. Voilà. Bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.